Salam alaikum. Tout d'abord, je vais me présenter. Voilà, je suis un professeur Farid El-Kommot, responsable de ce module. Je vous donne aussi mon adresse email, elkommot@yahoo.fr. Vous pouvez m'envoyer vos remarques et questions en arabe ou en français à cette adresse. Alors, je vais utiliser les mêmes fichiers que j'ai déposés sur Model pour cette capsule vidéo. Avant de traiter le chapitre 1, je vais commencer par donner un aperçu rapide sur le contenu de ce module. L'objectif du module, c'est d'étudier la réactivité des principaux groupements fonctionnels et approfondir leur mécanisme réactionnel. Et il y a le prérequis pédagogique. Donc, pour bien suivre et comprendre ce module, il faut faire attention à ce prérequis pédagogique. Le prérequis pédagogique, c'est-à-dire que c'est les connaissances qu'il faut pour suivre ce module de chimie organique fonctionnelle. À savoir, ce que vous avez étudié en S3, chimie organique générale, vous avez étudié la nomenclature et l'isomérie, géométrie et optique. Également, ce que vous avez étudié en S4, les hydrocarbures et les fonctions monovalentes. Hydrocarbures, ça veut dire quoi? Ça veut dire les alcanes, les alcènes, les alcynes et les composés aromatiques. Les dérivés, ou bien les fonctions monovalentes, c'est les dérivés halogénés et alcool. Il faut également savoir les effets électroniques, c'est-à-dire l'effet inductif et l'effet mésomère, et les mécanismes réactionnels SN1, SN2, E1 et E2. Pour ce semestre S5, je vais supposer que ces prérequis ont été étudiés et compris. Donc là, je vous donne un conseil très important, c'est de revoir les cours S3 et S4. Donc les groupements fonctionnels qu'on va étudier cette année, suite des fonctions simples que vous avez étudiées, en S4, nous verrons les amines, chapitre 1, les aldyles et les cétones, chapitre 2, les acides carboxyliques et leurs dérivés, à savoir les esters, les chlorures d'acide, les anhydrides, les amides et les nitrites. Et un chapitre non obligatoire, c'est-à-dire il ne fera pas partie du programme de l'examen, qu'on va consacrer aux éléments de la stéréochimie dynamique. Donc là, ça dépend si on aura suffisamment de temps pour le traiter. Alors, on passe au chapitre 1. Alors, chapitre 1, c'est les composés azotés, amines, imines et énamines. Premièrement, généralité. Alors, les amines dérivent de l'ammoniac NH3. Si vous substituez, vous remplacez un hydrogène par un groupement alkyle ou bien aryle, vous aurez une amine primaire. Si vous remplacez deux hydrogènes
par des groupements alkyles ou aryles, vous aurez une amine secondaire. Si vous substituez, si vous remplacez les 3 hydrogènes par des groupements alkyles ou aryles, vous aurez une amine tertiaire. Dans le cas où le groupement R est un alkyle, dans ce cas, on parle d'amine aliphatique. Si un des groupes est un groupement aromatique, un substituant aryle, dans ce cas, l'amine est dite aromatique. Il y a une différence au niveau des amines aliphatiques et aromatiques qu'on verra dans la suite de ce chapitre. Alors pour la nomenclature, c'est simple. Vous supposez comme si vous avez un alcane et au lieu de la terminaison -ane, vous mettez la terminaison -amine. Dans le cas des amines secondaires et tertiaires, vous utilisez le terme N-alkyle pour indiquer que l'alkyle est porté par l'amine. Et là, vous avez des exemples. La structure. Alors, la structure, l'amine, normalement, il a 3 substituts. Mais n'oubliez pas qu'il a un doublet libre, une paire libre d'électrons. Donc, si vous comptez le nombre de substituants qui entourent l'atome d'azote, vous aurez 3. Et avec la paire libre, vous aurez 4 substituants. Dans ce cas, l'atome d'amine est hybridé en sp3. C'est comme le cas du carbone dans les alcanes, par exemple. Ou bien dans le cas où le carbone n'établit que des liaisons simples. Dans le cas du carbone, l'angle est de l'ordre de 109,13 degrés, alors qu'ici, il est de l'ordre de 107 degrés, donc c'est à peu près la même chose. Donc, à retenir que l'atome de carbone est hybridé en sp3 en tenant compte des 3 substituants et des doublets libres. Alors, quand on parle d'hybridation sp3, on fait appel à l'isomérée optique. Parce que dans une hybridation sp3, vous avez un centre d'asymétrie. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a 3 substituants de l'azote et plus le doublet libre. Donc, ce qui fait, c'est comme si vous avez 4 substituants et de ce fait, j'ai une hybridation sp3. Hybridation sp3, ça veut dire que vous avez un centre d'asymétrie, ici c'est l'azote, donc je peux parler d'isomérée optique. Alors, si je prends cet exemple, vous avez l'azote, il a comme substituant méthyle, éthyle, l'hydrogène et le doublet libre pour avoir les 4 substituts. Alors, pour déterminer la configuration absolue de ce centre d'asymétrie, il faut faire le classement des substituants selon l'ordre de priorité. Alors, par convention, l'ordre de priorité du doublet libre est la dernière. Donc, il a toujours dans le classement la position 4. Il reste à classer maintenant l'hydrogène, l'éthyle et le méthyle. Donc l'azote, là, est directement lié à un carbone. Là, directement lié à un carbone. Mais dans l'éthyle, le carbone est lié à un autre atome de carbone. Donc l'ordre de priorité, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4. Alors pour lire la configuration absolue, vous devez mettre ce substituant, le quatrième,
en arrière du plan, donc vous aurez la configuration R. Donc en réalité, vous aurez le R et son image S, mais les amines possèdent ce qu'on appelle un effet parapluie. C'est-à-dire que vous aurez toujours une inversion de configuration. Là, par exemple, vous avez le doublé dirigé vers le haut. Inversion, ça veut dire que le doublé devient inversé vers le bas. Alors, si vous faites cette inversion vers le bas et vous gardez la même position des substituants, vous aurez ici l'isomère S. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que du fait de cette inversion par laquelle je passe par l'intermédiaire SP2, vous avez un équilibre. Donc, je ne peux pas séparer le R du S. Donc, on dit que les amines, dans ce cas, ne présentent pas d'isomérie optique du fait de l'inversion du doubli libre. Alors, si vous prenez ce doubli libre et que vous l'utilisez dans l'établissement d'une liaison, par exemple, l'azote n'a plus de doubli libre. Et dans ce cas, il a les 4 substituants, par exemple ici, différents. Et avec les 4 substituants différents, je peux avoir l'objet et l'image. Et dans ce cas, l'amine, dans ce cas, j'ai un ion d'ammonium quaternaire qu'on verra dans la suite de ce chapitre. Je peux parler d'isomérie optique. Pourquoi? Parce que j'ai bloqué le doubli libre dans une liaison et comme ça, je ne peux pas avoir d'inversion. Bien. Prenons maintenant le cas des amines aromatiques. Alors, amines aromatiques, par exemple, l'aniline. Alors, si vous prenez l'aniline, vous avez le cycle aromatique. Et pourquoi on parle de cycle aromatique? Parce que dire qu'un composé est aromatique s'il contient 4N plus 2 électrons pi. C'est l'acte de calculer. Alors, là, j'ai combien d'atomes, combien d'électrons pi? J'ai 6, 2, 2 et 2, c'est 6. Donc, l'équation 4N plus 2 égale 6 veut dire que N égale 1. Donc, premièrement, un système aromatique s'il est cyclique et s'il possède 4N plus 2 électrons, pi. Dans le cas du benzène, j'ai 6. Deuxièmement, il faut que les doubles liaisons soient conjuguées. Ça veut dire séparées par une liaison simple. Dans ce cas, j'ai un système aromatique. Donc, je répète, système aromatique, ça veut dire vous avez 4N plus 2 électrons pi et ces liaisons pi sont séparées par une liaison simple, c'est-à-dire qu'ils sont conjugués. Alors, puisqu'ils sont conjugués, je peux parler d'effet mésomère. Mais vous constatez que les 3 doubles liaisons qui sont conjuguées sont également conjuguées avec le double libre de l'azote. Vous voyez bien qu'ils sont séparés par une liaison simple. Double liaison simple azote. Donc, le double libre de l'azote est engagé dans la résonance du cycle aromatique. Donc, le double libre de l'azote va être donné au cycle aromatique. Donc, l'azote va apporter une charge positive. Vous donnez le double libre, donc là, vous avez une double liaison. Et ce carbone va prendre le double pi de la charge négative.
Donc j'ai cette structure. Là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que j'ai une conjugaison de la charge négative avec une double liaison. S'ils sont conjugués, je peux écrire une forme limite. C'est quoi? C'est le déplacement du double pi vers ce carbone et la double liaison qui va s'établir à ce niveau par la charge négative. Et ainsi de suite. Donc, chaque fois que vous aurez une conjugaison, vous pouvez écrire des formes limites de résonance. Donc, qu'est-ce que je peux dire de l'aniline? Je peux dire de l'aniline que le double libre de l'azote est engagé dans la résonance. Donc, à retenir cette remarque, le double libre de l'azote est engagé dans la résonance. Alors, pour les propriétés physiques, généralement, les amines sont liquides. Bon, à part ces 3 amines, mais on peut dire qu'ils sont liquides. Et pour comparaison, par exemple, de la température d'ébullition de l'éthanol et de l'éthylamine, je constate qu'il y a une grande différence au niveau des températures d'ébullition. Donc l'éthanol 78, alors que l'éthylamine n'a que 16 degrés. Alors comment expliquer cette différence? C'est en faisant appel à ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Alors là, je vais représenter la liaison hydrogène et commencer par déterminer ce que veut dire une liaison hydrogène. Une liaison hydrogène, c'est une liaison qui va s'établir entre un hydrogène lié à un atome électronégatif et au voisinage, vous avez un autre atome électronégatif. Donc, cette liaison hydrogène s'établit. Pourquoi? Parce que cette liaison NH est polarisée. Pourquoi elle est polarisée? Parce que l'azote est plus électronégatif que l'hydrogène. Bon, on verra dans la suite en détail cette polarisation. Donc, du fait que l'hydrogène est lié à un atome plus électronégatif, donc j'ai polarisation de la liaison, donc là, apparition de θ plus θ moins, et du fait que ici vous avez θ moins, il va s'établir cette liaison hydrogène, parce que là, vous avez un centre qui a un manque en densité électronique, et là, un centre qui a un plus en densité électronique. Donc, il va s'établir cette liaison hydrogène. Et du fait que les alcools, bien que l'oxygène est plus électronégatif que l'azote, donc avec les alcools, vous aurez la même chose. Donc, au lieu, à la place de l'azote, vous mettez oxygène, et bien sûr, l'oxygène est divalent. Donc, quand vous établissez les liaisons hydrogène avec l'oxygène est plus électronégatif que l'azote. De ce fait, cette liaison NH, la liaison hydrogène, dans le cas des alcools, elle est beaucoup plus forte que dans le cas des alcools, ce qui explique cette différence de température d'ébullition. L'utilité des amines sont très importantes. On l'utilise comme catalyseur, comme solvant, teinture, médicament et produits intermédiaires dans la synthèse chimique. Et aussi, on les trouve dans la nature et surtout sous la forme d'acides aminés, de protéines et d'alcoolides. Donc, c'est une fonction qui est très, très, très répandue dans
la nature. Bien. Passons aux propriétés acido-basiques. Donc, la présence de l'atome d'azote est la cause des propriétés des amines. Il y a le doublet libre, le doublet non liant. Alors, la présence d'un doublet libre va donner aux amines un caractère basique et nucléophile. Je rappelle, un nucléophile, c'est un réactif ami des sites positifs. C'est-à-dire que le nucléophile, c'est une entité qui est riche en densité électronique, de la charge positive. Par contre, les électrophiles, c'est une entité chargée positivement, donc elle est pauvre en densité électronique. Donc, il va chercher quoi? Les sites qui sont riches. Et là, ce entité, le nucléophile qui est riche en densité électronique, il va chercher les sites qui sont pauvres, c'est-à-dire les sites positifs. Bien. Alors, on va montrer ces propriétés sur le diapo suivant. Donc, on a dit que les amines possèdent un doublet libre. La présence de ce doublet libre rend l'atome d'azote comme un site nucléophile, c'est-à-dire un site qui est riche en densité électronique. Alors, puisqu'il est riche en densité électronique, il va réagir avec tout ce qui est électrophile, par exemple le proton. Le proton, donc, il lui manque un électron, donc l'azote peut lui donner cet électron. Donc là, vous avez quoi? Une réaction acido-basique. Donc, réaction acido-basique et les amines ont un comportement basique. Pareil, si vous avez un électrophile, donc là, l'azote peut donner un électron électrophile pour remplacer cette charge positive, et dans ce cas, il s'est comporté comme un nucléophile. Donc, comportement basique avec les acides, comportement nucléophile avec les électrophiles. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque très importante, on avait dit que l'azote est plus électronégatif que l'hydrogène. En effet, sur l'échelle d'électronégativité de Pauling, vous avez l'hydrogène, il a 2,2 et l'azote 3,04. De ce fait, l'azote est plus électronégatif que l'hydrogène, ce qui fait qu'on a une polarisation de la liaison NH. Et si vous polarisez cette liaison NH, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à la limite, je peux arracher cet acide, cet proton. Et dans ce cas, on va avoir une réaction avec les bases. Vous voyez? Donc, si je tiens compte du doublet libre de l'azote, j'ai le comportement basique et nucléophile des amines. Basique, ça veut dire l'amine va réagir avec un acide. Nucléophile, ça veut dire que l'amine va réagir avec un électrophile.
dire que la liaison est polarisée veut dire que je peux arracher cet hydrogène par réaction avec une base. Parce que cet hydrogène a un caractère acide. Donc cette polarisation peut expliquer ce qu'on a vu dans les liaisons hydrogènes. Donc là, vous avez une polarisation. Donc là, c'est θ plus, θ moins. Et là, θ moins, donc, peut établir cette liaison électrostatique du fait de la charge effective portée par l'hydrogène et la charge effective positive, négative portée par l'azote. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les amines peuvent se comporter comme une base, peuvent se comporter comme nucléophiles et peuvent se comporter comme un acide. Donc, voilà, donc dans le cas d'amines primaires et secondaires, la liaison NH peut se rompre, on peut la casser, ce qui leur donne un faible caractère acide pour réagir avec des bases très fortes. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les amines sont à la fois basiques et acides. Ce genre de composés, on les appelle les composés amphotères. Donc, les composés amphotères, ce sont des composés qui peuvent se comporter à la fois comme base et comme acide. Comme base, ils peuvent capter un hydrogène et comme acide, ils peuvent libérer un hydrogène, c'est-à-dire être déprotonés.